Ils ont ri quand un millionnaire à qui il ne restait que 3 mois à vivre a adopté 5 garçons des rues. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le destin allait tout changer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'enveloppe Kraft reposait, non ouverte, sur le bureau en acajou d'Alexander Morgan, projetant une longue ombre malgré sa finesse. À travers les baies vitrées de son bureau penthouse au 52e étage, Manhattan scintillait comme un écrin à bijoux, ignorant la dévastation contenue dans ce simple dossier. 3 mois, murmura enfin Alexander, brisant le silence qui avait envahi la pièce depuis le départ de son médecin personnel. 3 mois à vivre. Les mots flottaient dans l'air, aussi tangibles que les œuvres d'art rares ornant ses murs. À 58 ans, Alexander Morgan avait bâti un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Le logo de Morgan Investment couronnait des immeubles dans 12 pays, et sa fortune ferait pâlir d'envie de petites nations. Et rien de tout cela n'avait plus d'importance. Alexander desserra sa cravate en soie et se versa 3 doigts d'un scotch de 30 ans d'âge. Le liquide ambré capta la lumière mourante du soleil alors qu'il le portait à ses lèvres. Il avait un goût de cendre. « Quel héritage vais-je laisser » demanda-t-il à la pièce vide. Sa voix, habituellement si autoritaire en salle de conseil, lui parut creuse, même à ses propres oreilles. Sa femme, Elizabeth, avait succombé à la même maladie 5 ans auparavant. Il n'avait jamais eu d'enfant, toujours trop occupé à construire l'empire, pensant toujours qu'il y aurait du temps plus tard. Maintenant, il n'y avait plus de plus tard. Alexander s'approcha de la fenêtre, observant les minuscules silhouettes qui s'agitaient en bas comme des fourmis. Combien d'entre elles se dépêchaient de rentrer auprès de leur famille? Combien avaient quelqu'un qui les attendait? Cette pensée déversa sur lui une vague de solitude dévastatrice. Les souvenirs affluèrent, son enfance dans un appartement exigu du Bronx, sa mère cumulant 3 emplois après que son père les eut abandonnés, la bourse d'études qui fut son ticket de sortie, l'ascension acharnée vers le sommet. Il s'était promis de ne plus jamais être vulnérable, de n'avoir plus jamais besoin de personne. Et il avait brillamment, terriblement, réussi. Son téléphone vibra. Une autre réunion du conseil, une autre acquisition, un autre milliard à ajouter à des comptes qui appartiendraient bientôt à de lointains parents qui n'avaient jamais pris la peine de le connaître. Alexander Morgan, le maître de l'univers, allait mourir seul. Il reposa son verre intact et rajusta sa cravate. Le masque de l'homme d'affaires impitoyable se remit en place alors qu'il rassemblait ses papiers. Mais quelque chose s'était fissuré en lui, quelque chose de fondamental. En entrant dans l'ascenseur, Alexander fit un vœu silencieux, ces derniers jours auraient un sens. Il ne savait simplement pas lequel, ni comment. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur l'empire qu'il avait bâti et sur le vide qu'il contenait. Le gala de charité avait été insupportable. Alexander ajusta son nœud papillon tandis que son chauffeur naviguait dans les rues nocturnes de Manhattan. Son esprit revenait sans cesse au diagnostic, 3 mois. Les murmures compatissants et les regards calculateurs de ceux qui avaient eu vent de son état lui donnaient l'impression d'être une marchandise dont la valeur s'effondrait. « Prenez la prochaine à droite, James », ordonna soudain Alexander. Le chemin le plus court pour entrer. La limousine s'engagea dans une rue plus étroite, ses phares balayant les devantures de magasins fermés pour la nuit. Alors qu'ils approchaient d'une ruelle entre 2 immeubles, Alexander aperçut un mouvement dans l'ombre. « Arrêtez la voiture. »« Monsieur, juste un instant. » Contre les protestations inquiètes de son chauffeur, Alexander sortit dans le froid de décembre. La météo avait annoncé de la neige avant le matin. Il s'approcha prudemment de la ruelle, ses chaussures en cuir italien claquant sur le trottoir. 5 silhouettes blotties les unes contre les autres devinrent visibles, des garçons utilisant du carton et des journaux comme couverture. Le plus âgé ne pouvait avoir plus de 15 ans, le plus jeune peut-être 7 ou 8. Ils furent réveillés instantanément, alertes comme des proies sentant le danger. « Doucement », dit Alexander en levant les mains. « Je ne suis pas de la police. » Le plus âgé se plaça de manière protectrice devant les autres. « On ne fait rien de mal. C'est une propriété privée, mais le propriétaire a dit qu'on pouvait rester jusqu'au début des travaux. » Alexander remarqua qu'ils étaient organisés, leurs quelques possessions soigneusement rangées. Il y avait une intelligence dans leurs yeux qui le frappa, particulièrement chez le plus âgé et le plus petit. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Silence. Puis le plus âgé reprit la parole. « Je m'appelle Ethan. »« Voici Tyler et Thomas » dit-il en désignant des garçons identiques d'environ 13 ans.
Lui, c'est Lucas, un garçon mince de 11 ans avec des mains d'artiste, et Dylan, le petit garçon aux yeux immenses. Vos frères? Pas par le sang, répondit Ethan. Par les circonstances. Quelque chose s'agita en Alexander, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Une impulsion, irrationnelle et puissante, s'empara de lui. Il va neiger cette nuit, dit-il. J'ai un endroit tout près. Des lits chauds, un repas chaud. La méfiance dans leurs yeux fut immédiate. Sans condition, ajouta Alexander. Juste pour cette nuit. Après tout, c'est la période de Noël. Les garçons se concertèrent à voix basse pendant qu'Alexander attendait. Son chauffeur observait, incrédule, depuis la voiture. Finalement, Ethan leva les yeux. Une nuit. On reste ensemble. On part quand on veut. D'accord. 20 minutes plus tard, Alexander Morgan, qui n'avait même jamais possédé d'animal de compagnie, regardait 5 garçons des rues entrer prudemment dans son pantouse. Ils se tenaient groupés dans le vaste salon, à la fois impressionnés et terrifiés par le luxe qui les entourait. La cuisine est approvisionnée, dit Alexander. Les chambres sont dans ce couloir. La salle de bain a tout ce qu'il faut. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors qu'il se tournait pour partir, le plus petit, Dylan, prit la parole. Pourquoi faites-vous ça? Alexander s'arrêta. C'était une question à laquelle il ne pouvait pas répondre, pas entièrement. Au lieu de cela, il dit simplement « parce que je le peux ». Mais plus tard, assis seul dans son bureau, écoutant les sons étouffés de la vie qui emplissaient temporairement sa maison vide, il commença à formuler un plan si extravagant que même lui peinait à croire qu'il l'envisageait. « Demain, se dit-il, j'appellerai mes avocats. » Le manoir d'Alexander à Manhattan avait toujours été une vitrine, immaculée, impeccable et totalement sans vie. Maintenant, les échos de jeunes voix rebondissaient sur les sols en marbre et les meubles de créateurs. « C'est de la folie », marmonna Harold Winters, l'avocat d'Alexander depuis 20 ans, alors qu'ils observaient les garçons depuis l'embrasure du bureau. Les 5 enfants se déplaçaient comme une seule unité, ne s'éloignant jamais les uns des autres. Une tutelle temporaire est une chose, mais l'adoption, tous les 5, dans votre état? Alexander observait comment les jumeaux, Tyler et Thomas, examinaient tout avec une curiosité technique, comment Lucas traçait les motifs d'un vase antique avec des doigts d'artiste, comment Ethan comptait constamment les issues et les objets de valeur, comment le petit Dylan absorbait chaque détail comme une éponge. Mon état est précisément la raison, Harold, répondit Alexander. Lancez la procédure. 3 jours plus tard, les tensions étaient vives. Les garçons brisèrent un vase d'une valeur inestimable en chahutant. Alexander leur cria dessus durement. Ethan répliqua en organisant un traitement silencieux qui dura des heures. La 4e nuit, Alexander trouva Dylan en train d'essayer de crocheter la serrure de son bureau. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » demanda-t-il. Le petit garçon sursauta. « Je voulais voir vos livres. » Tu aurais pu demander. Les yeux de Dylan se plissèrent. Les adultes ne me disent généralement pas oui. Sa franchise stupéfia Alexander. Il déverrouilla la porte. Eh bien, moi, je te dis oui maintenant. Le visage du garçon s'illumina tandis qu'il explorait l'immense bibliothèque. Quand Alexander mentionna qu'il était l'heure de se coucher, Dylan demanda « Je peux en prendre un pour lire ?»« Vous savez lire ?» Ethan nous a tous appris, dit fièrement Dylan. Il dit que le savoir est plus précieux que l'argent pour survivre. Alexander lui tendit un livre d'astronomie simplifié. Commence par celui-ci. À la fin de la première semaine, une routine s'était installée. Chaotique, inconfortable, mais une routine néanmoins. Les garçons testaient constamment les limites. Un dîner programmé devint le point de friction. « Je ne mange pas ça », déclara Lucas en repoussant un saumon parfaitement préparé. « Tu mangeras ce qui est servi », dit fermement Alexander. « On n'a pas demandé à venir ici », le défia Ethan. « Pourtant, vous êtes là, avec des vêtements propres et un toit sur la tête. » Le silence tomba. Puis Dylan parla, sa voix fluette. « La dernière fois que quelqu'un nous a donné de la nourriture gratuitement, il a appelé la police pendant qu'on dormait. » La révélation innocente resta en suspens dans l'air. Alexander posa sa fourchette. « Ça n'arrivera pas ici, dit-il doucement. Je le promets. » Dylan hocha la tête solennellement. « Je sais que vous êtes malade. Vous avez plus besoin de nous que nous n'avons besoin de vous. » Alexander le dévisagea. « Qu'est-ce qui te fait dire que je suis malade ? » Votre armoire à pharmacie.
La façon dont vous grimacez parfois. Les papiers que vous cachez quand on entre, haussa les épaules d'Ilan. Les gens pensent que les enfants ne remarquent rien. Les autres garçons semblaient mal à l'aise, mais pas surpris. Ils savaient. C'est pour ça que vous êtes restés ? Demanda Alexander en s'adressant à eux tous. Par pitié ? Les yeux d'Ethan, endurcis par la rue, devinrent soudainement vulnérables. Nous sommes restés parce que vous êtes la première personne qui ne voulait rien de nous. Même si c'est juste parce que vous êtes en train de mourir. Cette honnêteté brutale brisa quelque chose dans la pièce. Alexander se mit à rire, un rire authentique qui le surprit lui-même. Eh bien, au moins, nous sommes honnêtes maintenant. Cette nuit-là, pour la première fois, le manoir semblait différent. Pas tout à fait un foyer, mais plus seulement une maison. Alexander resta éveillé, écoutant les bruits de pas et les chuchotements occasionnels, les sons inhabituels de la vie perturbant sa parfaite solitude. C'était terrifiant. C'était merveilleux. L'histoire éclata plus vite qu'Alexander ne l'avait prévu. Un milliardaire en phase terminale adopte 5 gamins des rues, titrait en une le New York Finance Tribune. Le matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ignorez-les, ordonna Alexander à son personnel de maison en ajustant le nœud papillon de Dylan. Les 5 garçons se tenaient mal à l'aise dans des costumes sur mesure qui peinaient à dissimuler leurs corps endurcis par la rue. « Pourquoi devons-nous encore aller à ce truc ?» demanda Thomas en tirant sur son col. « Parce que, dit patiemment Alexander, le gala annuel de bienfaisance de l'hôpital pour enfants est important. Et parce que les gens parlent de nous, déclara Ethan sans détour. Alexander croisa son regard. Oui. Et je veux qu'il voie ce que je vois. La grande salle de bal du Waldorf Astoria scintillait de l'élite de Manhattan. Les conversations se turent un instant lorsqu'Alexander entra avec son entourage d'enfants. Puis les chuchotements commencèrent, à peine dissimulés derrière des mains manucurées et des flûtes de champagne en cristal. Morgan a perdu la tête. Un diagnostic en phase terminale fait faire des choses étranges. Un coup de pub avant qu'il ne casse sa pipe. Ces animaux vont piller sa succession. Curtis Lawson, le principal rival d'Alexander et PDG de Lawson Global, s'approcha avec un sourire de prédateur. Alexander, quelle charité de votre part d'amener votre projet ce soir. Alexander sentit Ethan se raidir à côté de lui. Ce sont mes fils, Curtis, pas un projet. Le sourire de Lawson n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr. Bien que l'on se demande si le conseil d'administration de Morgan Investment partage votre enthousiasme paternel, surtout compte tenu de vos soucis de santé. Ma santé est mon affaire. Oh, mais la direction d'une société cotée en bourse est l'affaire de tous. Lawson se tourna vers les garçons. Et que pensez-vous, vous, les entrepreneurs de la rue, de la haute finance? Trouvez quelque chose qui vaille la peine d'être empoché? Avant qu'Alexander ne puisse intervenir, Ethan s'avança. En fait, monsieur, j'ai étudié les rapports trimestriels de monsieur Morgan. Le ratio d'endettement de votre entreprise semble préoccupant par rapport aux normes du secteur. Le silence se fit autour d'eux. Le visage de Lawson s'assombrit. Surveille ton langage, gamin. Tu n'as rien à faire ici. La performance de la plupart de votre portefeuille non plus, répliqua froidement Ethan. Une femme en diamant laissa échapper un hoquet de surprise. La main de Lawson tressaillit comme s'il allait frapper Ethan. Alexander s'interposa. « Mon fils a un don pour les chiffres, dit Alexander en insistant sur le mot fils. Peut-être devriez-vous l'écouter. Lawson ricana. Vos fils ont un talent pour la manipulation, de toute évidence. Tout le monde sait ce qui se passe ici. Vous êtes en train de mourir, Morgan. Ces rats des caniveaux vous ont convaincu de leur céder ce que vous avez bâti. Tyler se jeta en avant, mais fut rattrapé par son jumeau. Ne parlez pas de lui comme ça. La salle était devenue silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur eux. Je pense, dit Alexander avec un calme glacial, que nous allons partir plus tôt. Venez, les garçons. Alors qu'ils traversaient la foule qui s'écartait, le petit Dylan s'arrêta soudainement et se tourna vers Lawson et l'élite rassemblée. Vous pensez qu'on l'utilise parce qu'il est en train de mourir, dit clairement le petit garçon. Mais c'est vous qui l'avez laissé seul quand il est tombé malade. La vérité de ces mots flotta dans l'air comme du cristal. Personne ne parla tandis qu'Alexander guidait sa nouvelle famille hors de la salle de bal. Dans la limousine, Alexander s'attendait à de la colère, peut-être des larmes. Au lieu de cela, les garçons restèrent silencieux jusqu'à ce que Lucas demande enfin « Est-ce que ce que ces gens pensent vous importe ?»
Alexander réfléchit. Avant, oui. Beaucoup. Et maintenant? Il regarda ses 5 enfants fiers et loyaux qu'il avait défendus, lui, pas son argent. La prise de conscience le frappa comme un éclair. Maintenant, ce qui m'importe, c'est ce que vous pensez. Vous tous. Les garçons échangèrent des regards, une communication silencieuse qu'ils avaient développée dans la rue. Finalement, Ethan parla pour eux tous. Alors nous pensons que c'est nous contre eux, dit-il simplement. Et nous n'allons pas perdre. Alexander Morgan n'était pas habitué à l'échec. L'humiliation au gala de charité avait ravivé quelque chose en lui, une détermination à prouver que ces garçons méritaient le respect, pas le mépris. Nous organisons un dîner, annonça-t-il au petit déjeuner une semaine plus tard. Les personnes les plus influentes de Manhattan seront là. Les garçons échangèrent des regards sceptiques. Pourquoi? Demanda Lucas, ses mains d'artiste réarrangeant nerveusement ses couverts. Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne nous aiment pas. Parce que, expliqua Alexander, dans ce monde, le respect se gagne, parfois en prouvant aux gens qu'ils ont tort. Les 2 semaines suivantes transformèrent le manoir en un camp d'entraînement. Alexander engagea la meilleure professeure d'étiquette de la ville, une Française sévère nommée Madame Beaumont, qui débarqua dans leur vie avec une précision militaire. Le dos droit, Dylan. Couteau à droite, Thomas. On ne se sert pas, Tyler, on demande de passer le sel. Les garçons endurèrent des leçons interminables sur les bonnes manières à table, les sujets de conversation et les codes sociaux. Ils s'entraînèrent aux présentations et mémorisèrent les parcours des invités attendus. Alexander leur fit faire des costumes sur mesure, observant avec une fierté inattendue leur transformation progressive, du moins en apparence. C'est stupide, marmonna Ethan lors de leur dernière répétition, en ajustant ses boutons de manchette. Ils ne nous accepteront jamais. Il ne s'agit pas d'acceptation, répliqua Alexander, se surprenant lui-même par cette prise de conscience. Il s'agit de dignité. De leur montrer que vous avez votre place partout où vous choisissez d'être. Le soir du dîner arriva. Le manoir scintillait, des arrangements floraux exquis ornaient chaque table. Le chef de renommée mondiale qu'ils avaient engagé avait préparé un repas de 7 services qui impressionnerait même les palais les plus exigeants. 19h sonna, puis 19h30. À 20h, seuls 6 couples sur les 30 invités étaient arrivés. Alexander reconnut immédiatement l'insulte calculée. Peut-être le trafic, suggéra sa gouvernante, mais ses yeux trahissaient la pitié. Les rares personnes présentes affichèrent leur dédain. Les conversations s'arrêtaient lorsque les garçons s'approchaient. Les questions étaient adressées à Alexander comme si ses fils étaient invisibles. Quand Lucas renversa accidentellement un verre d'eau, les ricanements furent à peine dissimulés. Le point de rupture arriva pendant le dessert. Regina Whitfield, épouse d'un éminent gestionnaire de fonds spéculatifs, renversa accidentellement du vin rouge sur le costume neuf de Lucas. « Oh, mon Dieu !» dit-elle sans le moindre remords. « Comme je suis maladroite. Mais bon, les tissus fins sont gaspillés sur ceux qui n'y sont pas habitués. » Alexander vit la blessure traverser le visage de Lucas avant que le garçon ne la masque avec l'indifférence exercée de quelqu'un habitué à la cruauté. Avant qu'il ne puisse intervenir, il entendit le mari de Whitfield dire à un autre invité, « Le petit projet caritatif de Morgan sur son lit de mort est tout un spectacle, n'est-ce pas? Je me demande combien de temps il faudra à ces rats des rues pour vider ses comptes une fois qu'il sera parti. » La pièce sembla se figer. Alexander regarda les visages narquois, le mépris à peine déguisé. Puis ses yeux se posèrent sur ces garçons, 5 enfants essayant si désespérément d'être ce que les autres voulaient, de gagner une place pour laquelle ils n'auraient pas dû se battre. Quelque chose à l'intérieur d'Alexander Morgan, l'homme d'affaires impitoyable qui avait écrasé des concurrents sans remords, se brisa et se reforma en quelque chose de plus fort. Il se leva, tapotant son verre pour attirer l'attention. « Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir, dit-il, la voix ferme. Votre présence a été instructive, pour mes fils et pour moi. » Des regards perplexes circulèrent autour de la table. « Voyez-vous, je vous ai invité ici en pensant que j'avais besoin de votre approbation, que mes garçons en avaient besoin. » Alexander posa une main sur l'épaule de Dylan. « J'avais tort. Ce soir m'a montré que certains des plus beaux costumes de Manhattan recouvrent les caractères les plus pauvres. » Des halètements parcoururent la pièce. « Ce dîner est terminé, » annonça Alexander. « James va vous raccompagner. » Après le départ des invités stupéfaits, les 6 Morgan restèrent assis en silence à l'immense table de la salle à manger. « On a échoué ?» demanda Dylan d'une petite voix.
Alexander regarda leur visage abattu et sentit une protection féroce qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Non, dit-il fermement. Ce sont eux qui ont échoué. Ils n'ont pas réussi à voir ce que je vois. Et c'est quoi? Demanda Thomas. La voix d'Alexander devint douce mais certaine. 5 garçons extraordinaires qui ont survécu à des circonstances extraordinaires, qui méritent des opportunités extraordinaires. Il marqua une pause. Et nous allons créer ces opportunités nous-mêmes. Pour la première fois depuis leur arrivée dans sa maison, les 5 garçons lui sourirent simultanément, un minuscule miracle qui signifiait plus que n'importe quel contrat commercial qu'il ait jamais conclu. Le manoir subit une transformation. Alexander, qui avait toujours délégué les affaires domestiques à son personnel, se retrouva profondément impliqué dans la création d'espace pour sa nouvelle famille. Le salon formel devint un lieu de rassemblement confortable avec des canapés surdimensionnés. La cuisine rarement utilisée fut agrandie pour accueillir des cours de cuisine auxquels tous les 6 participaient avec plus ou moins de succès. C'est la 3e fois qu'on déclenche l'alarme à incendie, rit Tyler alors qu'ils aéraient la cuisine après une tentative particulièrement ambitieuse de lasagne. Les pompiers nous connaissent par notre nom maintenant, ajouta Thomas en essuyant de la sauce sur son visage. Même Alexander se joignit au rire, un son qui devenait de plus en plus courant dans la maison qui n'avait connu que le silence pendant des années. Au fil des semaines, Alexander remarqua que les intérêts distincts de chaque garçon émergeaient plus clairement. Un après-midi tranquille dans son bureau, il observa Ethan plongé dans des rapports financiers. « Tu comprends ça ?» demanda Alexander, sincèrement surpris. Ethan hocha la tête sans lever les yeux. « Les chiffres ont un sens. Pas les gens. » Alexander s'arrangea pour qu'un ancien collègue, un prodige des mathématiques devenu gourou de l'investissement, donne des cours particuliers à Ethan. Les aptitudes du garçon les stupéfièrent tous les deux. Les jumeaux révélèrent leur fascination pour la technologie quand Alexander les surprit en train de démonter et de remonter son ordinateur portable de rechange. « On peut le remonter » s'exclamèrent-ils à l'unisson. « Je compte bien là-dessus » répondit Alexander, avant d'ajouter « Il y a un laboratoire d'ingénierie dans l'LA. Il est à vous maintenant. » Le talent artistique de Lucas se manifesta à travers des gribouillages qui transformaient des bouts de papier en œuvres d'art. Alexander engagea un artiste de renom pour le guider, observant avec fierté la confiance de Lucas grandir à chaque esquisse. Pour Dylan, le plus jeune, c'étaient les livres, en particulier la science et la médecine. Alexander le trouva une nuit, entouré de textes médicaux de la bibliothèque. « Tu peux lire ça ?» demanda Alexander en prenant un livre d'anatomie complexe. « La plupart, répondit Dylan. Le corps est comme une machine. Si on comprend les pièces, on peut réparer ce qui est cassé. » Alexander haussa un sourcil. « Ah oui ?» Le garçon hocha la tête sérieusement. « Comme vous. Vous êtes cassé. Mais peut-être pas pour toujours. » Le commentaire innocent frappa durement Alexander. Alors que sa santé se détériorait, la fatigue devenant plus persistante, la douleur nécessitant des médicaments plus forts, il avait commencé les préparatifs pour l'inévitable. Ses avocats avaient finalisé l'adoption et mis à jour son testament, s'assurant que les garçons seraient pris en charge. Mais il avait accepté son sort. Jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, Alexander passa des appels à des spécialistes du monde entier. Le matin, une équipe de tuteurs avait été assemblée, non seulement en matières académiques, mais dans les domaines d'intérêt spécifiques de chaque garçon. Le manoir bourdonnait d'une nouvelle énergie alors que des espaces d'apprentissage étaient créés et des emplois du temps organisés. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda Ethan un soir, trouvant Alexander en train de réviser leurs plans éducatifs malgré une exhaustion évidente. Alexander réfléchit à la question. Il y a 3 mois, il n'aurait eu aucune réponse. Maintenant, il en avait 5. « Parce que le temps est précieux, dit-il simplement. Et je veux vous donner autant du mien que possible. » Ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne pouvait se résoudre à admettre, c'était comment ces 5 garçons endurcis par la rue avaient réveillé quelque chose qu'il croyait mort avec sa femme. L'espoir, un but, la fragile conviction qu'il avait peut-être trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Plus tard dans la nuit, la douleur tint Alexander éveillé. Il se rendit à la cuisine pour prendre de l'eau et des médicaments, pour se figer en entendant des voix basses venant de la bibliothèque. À 3 heures du matin, les 5 garçons auraient dû dormir. Silencieusement, il s'approcha de la porte entr'ouverte, prêt à les gronder pour avoir enfreint le couvre-feu. Ce qu'il vit à la place allait tout changer. Alexander se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, la colère montant face au couvre-feu enfreint.
La bibliothèque était faiblement éclairée, mais il pouvait voir les 5 garçons penchés sur la grande table en chêne, entourés de piles de livres et de papiers. Des revues médicales, des rapports financiers et des diagrammes complexes couvraient chaque surface. Il s'avança, prêt à les réprimander, quand la petite voix de Dylan l'arrêta. Le protocole de traitement doit être modifié. Son type de cancer répond mieux à cette combinaison, regarde. L'enfant montra un graphique médical complexe qu'Alexander reconnut du bureau de son propre oncologue. Il nous faudrait un accès à des traitements expérimentaux, répliqua Ethan, griffonnant des calculs. Cela demande de l'argent, beaucoup d'argent. Que nous pouvons générer en utilisant l'algorithme, dit Thomas, tandis que Tyler hochait la tête en accord. Les schémas du marché sont prévisibles si on prend assez de recul. Lucas dessinait quelque chose. Alexander put voir que c'était un diagramme détaillé de ce qui semblait être un dispositif médical. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix d'Alexander trancha la pièce comme un couteau. 5 têtes se redressèrent d'un coup, les visages figés par la culpabilité et la peur. Pendant un instant, personne ne parla. Puis, Ethan se leva lentement. Nous savons comment vous sauver. Alexander le dévisagea, certain d'avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Dylan s'approcha prudemment, un dossier à la main. Votre cancer, il est agressif, mais il y a une voie à suivre que vos médecins n'ont pas essayée. Alexander regarda le dossier, puis chaque garçon tour à tour. Comment pourriez-vous? Nous ne sommes pas ce que les gens pensent que nous sommes, l'interrompit Ethan. Aucun de nous. Un par un, ils expliquèrent. Ethan avait appris la finance en lisant des Wall Street Journal jetés, développant une capacité presque surnaturelle avec les schémas et les prédictions. Les jumeaux réparaient et reprogrammaient des appareils électroniques mis au rebut depuis l'âge de 7 ans. Lucas pouvait reproduire tout ce qu'il voyait avec une précision parfaite, y compris des illustrations médicales complexes. Et Dylan, le plus jeune, avait passé des heures dans les salles d'attente des hôpitaux à lire des textes médicaux en attendant que la clinique gratuite traite les maux qui les affligeaient dans la rue. Nous nous sommes trouvés parce que nous étions différents, expliqua Ethan. Les enfants comme nous ne survivent pas seuls. Alexander s'affaissa dans un fauteuil. Donc, vous saviez qui j'étais quand je vous ai trouvé dans cette ruelle. Nous vous avons reconnu, admit Ethan. Morgan Investment, votre photo était dans la section économique la veille. Vous avez planifié ça? Alexander sentit une vague écrasante de déception. Tout n'était qu'un calcul. La petite main de Dylan toucha la sienne. Non. Nous n'avions pas prévu que vous nous trouviez. Mais quand vous l'avez fait? Le garçon hésita. Quand vous l'avez fait, nous avons vu une chance. Pas seulement pour un abri, mais pour faire quelque chose d'important. Important, répéta Alexander. Votre argent peut financer des recherches qui prendraient des décennies autrement, dit Tyler. Et vous pouvez nous donner les ressources pour développer nos idées, ajouta Thomas. Des idées qui pourraient aider des gens comme vous, la voix de Lucas était à peine audible. Alexander regarda le travail étalé devant lui, les calculs complexes, les approches innovantes, le génie pur qui s'était caché derrière 5 paires d'yeux fatigués. Pourquoi? Demanda-t-il enfin. Pourquoi essayer de me sauver? Pourquoi ne pas simplement attendre l'héritage? Les garçons échangèrent des regards. Finalement, Ethan parla pour eux tous. Parce que vous êtes la première personne qui nous a regardés et a vu quelque chose qui valait la peine d'être gardé. La simplicité de la réponse brisa quelque chose dans la poitrine d'Alexander. Ces enfants brillants, calculateurs, blessés, avaient prévu de le sauver alors qu'il avait prévu de mourir. Montrez-moi, dit Alexander, essuyant une humidité inattendue de ses yeux. Montrez-moi tout. Alors que l'aube se levait sur Manhattan, 6 silhouettes restaient penchées sur la table de la bibliothèque, leurs ombres se fondant en une seule alors qu'elles complotaient contre la mort elle-même. Le matin suivant leur révélation, Alexander convoqua une réunion d'urgence avec son équipe médicale. Les médecins écoutèrent avec un scepticisme poli tandis qu'ils décrivaient l'approche de traitement alternative, omettant soigneusement qu'elle venait d'un enfant. Ils promirent d'examiner la question, avec le ton condescendant réservé aux patients en phase terminale qui se raccrochent à des pailles. Ils n'aideront pas, dit Dylan quand Alexander rentra, la frustration évidente. Ils pensent que vous êtes désespéré. Je suis désespéré, admit Alexander en s'effondrant dans son fauteuil. La douleur avait été pire dernièrement, un rappel constant de son temps qui s'amenuisait. Alors nous le ferons nous-mêmes, déclara Ethan, sa confiance endurcie par la rue inébranlable. Nous avons les ressources.
Au cours de la semaine suivante, Alexander observa avec stupéfaction sa famille de fortune transformer des parties du manoir en ce qu'ils appelaient le projet Phoenix. L'aile devint un espace de recherche où Dylan et Lucas travaillaient sur les protocoles de traitement. Alexander prit des dispositions discrètes pour accéder à des médicaments expérimentaux grâce à ses relations mondiales. Pendant ce temps, Ethan et les jumeaux développèrent un algorithme de prédiction de marché révolutionnaire, combinant les compétences en programmation des jumeaux avec l'instinct financier étrange d'Ethan. Alexander fournit des données historiques de Morgan Investment, stupéfait de la rapidité avec laquelle ils identifièrent des schémas qui avaient échappé à ses meilleurs analystes. Pour la première fois depuis son diagnostic, Alexander sentit une émotion dangereuse s'insinuer, l'espoir. Cela ne pouvait pas durer. Le premier signe de problème vint d'un appel de Diane Pembroke, présidente du conseil d'administration de Morgan Investment. Alexander, le conseil est inquiet, commença-t-elle sans préambule. Ses enfants, l'adoption, votre santé, les actionnaires sont nerveux. Ma vie personnelle ne concerne pas le conseil, répondit froidement Alexander. Si, lorsque le PDG d'une société cotée en bourse valant des milliards commence à prendre des décisions erratiques tout en luttant contre une maladie en phase terminale. Le deuxième avertissement arriva le lendemain, lorsqu'une assistante sociale se présenta pour une vérification anonyme du bien-être des garçons. Ses questions étaient pointues, son attitude suspicieuse. « Vous sentez-vous en sécurité ici ?» demanda-t-elle à Dylan quand elle pensait qu'Alexander ne pouvait pas entendre. « Plus en sécurité que je ne l'ai jamais été », répondit le garçon avec un aplomb surprenant. L'assistante sociale partit, mais Alexander reconnut la menace. Quelqu'un observait. Quelqu'un d'influx. La confirmation finale vint lors d'une réunion vidéo programmée avec son équipe de direction. Son écran afficha brièvement un email entrant qui ne lui était pas destiné. Un message de son directeur financier à Curtis Lawson, discutant de la planification de la succession et des opportunités d'acquisition. « Ils tournent comme des vautours », dit Alexander au garçon ce soir-là. Lawson prépare une offre publique d'achat hostile dès que je serai jugé inapte. « Ou mort », ajouta crûment Ethan. Alexander hocha la tête, sombrement. Il a toujours voulu Morgan Investment. Maintenant, il pense que c'est à portée de main. Les jumeaux échangèrent des regards. Nous avons vérifié notre système, dit Tyler. Quelqu'un a essayé d'accéder au réseau de sécurité du manoir et à vos serveurs privés. Des tentatives sophistiquées, ajouta Thomas. Le téléphone d'Alexander sonna. C'était son chef de la sécurité. Monsieur, il y a eu une activité inhabituelle autour du périmètre de la résidence. Des véhicules de surveillance, pas de la police. Après avoir mis fin à l'appel, Alexander fit face à ses fils. Quelqu'un n'aime pas ce que nous faisons. Ils ne savent même pas ce que nous faisons, protesta Lucas. Exactement, le visage d'Alexander s'assombrit. Mais ils soupçonnent quelque chose. Mon comportement erratique menace leur plan. Cette nuit-là, Alexander convoqua un conseil de famille dans la bibliothèque sécurisée. Les 5 garçons écoutèrent attentivement pendant qu'il décrivait les menaces grandissantes. Nous nous battons sur plusieurs fronts maintenant, expliqua-t-il. Premièrement, ma santé, qui est la bataille centrale. Deuxièmement, la gouvernance d'entreprise. Ils essaieront de me révoquer en tant que PDG, prétendant que je suis mentalement inapte. Troisièmement, l'adoption elle-même. Ils contesteront ma capacité en tant que tuteur. Et quatrièmement, continua Ethan, l'algorithme. S'ils savaient ce que nous développons, Alexander hocha la tête. Il pourrait révolutionner la prédiction de marché. Vaut des milliards. Il le volerait, dirent les jumeaux simultanément. Ou le détruirait, ajouta Lucas. Dylan, qui avait écouté tranquillement, prit enfin la parole. Nous devons diviser pour régner. Tous les yeux se tournèrent vers le plus jeune garçon. Qu'est-ce que tu veux dire ? demanda Alexander. Vous nous avez appris la stratégie, expliqua Dylan. Quand on est en infériorité numérique, il faut créer la confusion chez ses ennemis. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Alexander. Diviser leur attention. Les faire se battre entre eux. Ethan comprit, son esprit malin de la rue s'emballant. Le plan prit forme au cours de la nuit. Les 6 Morgan, une famille forgée dans le désespoir mais désormais liée par quelque chose de plus fort, élaborèrent leur défense. Alexander se lancerait dans une initiative caritative très médiatisée, détournant l'attention de leur travail privé. Simultanément, grâce à des informations soigneusement distillées,
ils montraient Lawson contre d'autres prédateurs potentiels, créant la confusion dans les rangs. Plus important encore, ils accéléreraient le projet Phoenix. Le traitement expérimental de Dylan commencerait immédiatement, tandis qu'Ethan et les jumeaux déploieraient les premières versions de leur algorithme pour générer le capital nécessaire à des recherches plus approfondies. C'est dangereux, prévint Alexander. Pour nous tous. C'est votre dernière chance de vous retirer. Je peux vous assurer des vies sûres et confortables, quoi qu'il m'arrive. Les garçons échangèrent des regards, cette communication silencieuse qui l'excluait encore parfois. Puis, un par un, ils posèrent leurs mains sur la table. La famille ne s'en va pas, dit simplement Ethan. Alexander posa sa main sur les leurs, sentant la chaleur de leurs petits doigts forts sous la sienne. Ces enfants qui avaient survécu à l'abandon, à la pauvreté et aux rues impitoyables de New York l'avaient choisi, lui, un homme mourant qui n'avait jamais compris la vraie valeur des liens jusqu'à présent. Alors, nous nous battons, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Ensemble. Aucun d'eux ne remarqua la petite lumière rouge clignotant sur le téléphone privé d'Alexander, indiquant que quelqu'un avait écouté chaque mot. Le matin arriva avec un nouveau sens du devoir. Le manoir d'Alexander, autrefois vitrine de richesse mais dépourvu de vie, s'était transformé en un centre d'activité secrète. Le sous-sol, auparavant utilisé uniquement pour le stockage et les systèmes mécaniques, devint le centre névralgique de ce qu'ils appelaient désormais officiellement le projet Phoenix. Protocole de sécurité alpha engagé, annonça Thomas, ses doigts volants sur un clavier. Système du manoir isolé des réseaux externes. Champ de brouillage cellulaire actif, ajouta Tyler. Pas de signaux entrants ou sortants, sauf via nos canaux sécurisés. Alexander observait avec un mélange de fierté et d'étonnement. Les jumeaux avaient créé une forteresse technologique autour du manoir en seulement 3 jours, en utilisant des composants commandés via diverses sociétés écrans pour éviter d'être détectés. La sécurité physique est également améliorée, rapporta Ethan. J'ai vérifié et remplacé la moitié de l'équipe de sécurité par des personnes sans aucun lien avec votre structure d'entreprise. Et le traitement ? Demanda Alexander en se tournant vers Dylan et Lucas. Dylan étala des graphiques médicaux détaillés. La phase 1 commence aujourd'hui. Le protocole modifié attaque les cellules cancéreuses tout en préservant la fonction immunitaire. Il leva des yeux trop savants pour son âge. Vous vous sentirez plus mal avant de vous sentir mieux. Je vous fais confiance, dit simplement Alexander. Lucas avait transformé une véranda rarement utilisée en une salle de traitement. La lumière naturelle inondait la pièce où un lit médicalisé se tenait désormais, entouré d'équipements qui semblaient à la fois familiers et étrangement modifiés. Le système d'administration est personnalisé, expliqua Lucas en montrant ces diagrammes complexes. Les protocoles standards gaspillent des médicaments sur les tissus sains. Celui-ci ne cible que les zones affectées. Alexander s'allongea sur le lit, retroussant sa manche pour la première perfusion. Alors que Dylan préparait le médicament avec une précision qui impressionnerait n'importe quelle infirmière, Alexander songea à l'absurdité de placer sa vie entre les mains d'un enfant qui devrait jouer avec des jouets au lieu de calibrer des traitements contre le cancer. « Prêt ?» demanda Dylan. Alexander hocha la tête, sentant le liquide frais entrer dans ses veines. « Pendant que je suis en traitement, Ethan me représentera au bureau. Le conseil ne peut pas s'opposer à ce que je forme mon fils aux affaires. » Le traitement fut brutal. Pendant les 3 jours suivants, Alexander fut entre la vie et la mort, son corps en guerre à la fois contre le cancer et la thérapie agressive. Les garçons se relayaient à son chevet, surveillant ses signes vitaux et ajustant les médicaments. À travers le brouillard de la douleur et des médicaments, Alexander entendait leur voix, se disputant parfois sur les paramètres du traitement, lisant parfois des rapports financiers à voix haute, ou lui parlant simplement de leurs espoirs et de leurs peurs. Le 4e jour, Alexander se réveilla pour trouver les 5 garçons endormis dans diverses positions inconfortables autour de sa chambre. Malgré sa faiblesse, il sourit. Quand ses enfants endurcis par la rue étaient-ils devenus le centre de son monde? Alors que la première phase du traitement se terminait, l'aspect financier du projet Phoenix s'accéléra. Ethan avait fait des apparitions quotidiennes chez Morgan Investment, absorbant les informations comme une éponge tout en recueillant discrètement des renseignements sur les plans de rachat de Lawson. Il approche les actionnaires clés, rapporta Ethan lors de leur session de stratégie du soir, offrant des rachats à prime conditionnelle à une réorganisation du conseil. Traduction, se débarrasser de moi, dit Alexander, encore faible mais lucide. Pendant ce temps, l'algorithme d'IA dépasse les attentes,
annonça fièrement Tyler. Nous avons généré un retour de 18% sur le portefeuille de test en seulement 10 jours. Thomas afficha des graphiques complexes sur leur serveur sécurisé. La détection de schémas fonctionne. Nous pouvons voir les changements de marché avant qu'ils ne se produisent. Combien de temps avant que nous puissions le déployer à pleine échelle, demanda Alexander. 2 semaines, dirent les jumeaux à l'unisson. Peut-être moins. Cette nuit-là, alors qu'Alexander examinait leur progrès depuis son lit, il entendit frapper doucement. Eleanor, son assistante de direction depuis 20 ans, entra, portant des dossiers. « Les documents que vous avez demandés, monsieur », dit-elle en les posant à côté de lui. Ses yeux s'attardèrent sur l'équipement médical entourant son lit. Le conseil pose des questions. Lawson prépare ses pions. « Laissez-le faire », répondit Alexander. Tout se déroule comme prévu. Eleanor hésita. « Est-il vrai que ces enfants, qu'ils aident réellement avec votre traitement ?» Alexander étudia la femme qui avait été son employée la plus fidèle pendant 2 décennies. Ils font plus qu'aider, Eleanor. Ils me sauvent la vie. Son expression resta impénétrable. J'espère que vous savez ce que vous faites, Alexander. Après son départ, un sentiment de malaise persista. Alexander attrapa son téléphone sécurisé pour envoyer un message à Ethan, pour constater qu'il manquait sur sa table de chevet. Le sentiment de malaise se transforma en alarme. Le téléphone manquant d'Alexander déclencha un protocole de sécurité immédiat. Les jumeaux activèrent les systèmes de suivi tandis qu'Ethan interrogeait chaque membre du personnel ayant eu accès à la salle de traitement. Rien, rapporta Ethan, la frustration évidente dans sa voix. Le suivi montre qu'il est toujours dans le manoir, mais nous avons cherché partout. Pourrait-il mal fonctionner ? Demanda Alexander, encore faible de son traitement. Notre technologie ne fonctionne pas mal, affirma Tyler avec une confiance absolue. La réponse vint à l'aube. Lucas, qui avait surveillé les caméras de sécurité modifiées du manoir, fit irruption dans la chambre d'Alexander. « Vous devez voir ça », dit-il en plaçant une tablette dans les mains d'Alexander. La vidéo montrait Eleanor entrant dans la chambre d'Alexander pendant son sommeil. Elle prit son téléphone, photographia des documents relatifs au projet Phoenix et remit tout en place avec soin avant de partir. « C'était quand » demanda Alexander, sa voix à peine un murmure. « La nuit dernière. » Après sa visite, répondit Lucas. « Il y a plus » ajouta Dylan en s'avançant. « Le serveur sécurisé montre que quelqu'un a accédé à nos protocoles de traitement depuis l'intérieur du manoir. » Alexander ferma brièvement les yeux. 20 ans de loyauté, ou du moins c'est ce qu'il avait cru. Trouvez-la. Maintenant. Ils découvrirent Eleanor dans son bureau chez Morgan Investment, travaillant calmement comme si de rien n'était. Lorsque la sécurité l'escorta dans une salle de conférence privée où Alexander attendait, son sang-froid ne la quitta jamais. Pourquoi ? Demanda simplement Alexander. Le masque professionnel d'Eleanor se fissura enfin, révélant un ressentiment amer. 23 ans, Alexander. Je vous ai donné 23 ans de ma vie. Et je vous ai généreusement compensé. De l'argent, rit-elle durement. Je ne voulais pas seulement de l'argent. Je voulais de la reconnaissance, un partenariat, une place à vos côtés. Sa voix se durcit. Et puis vous ramenez ces gamins des rues, vous en faites vos héritiers, vous leur donnez accès à tout ce pour quoi j'ai travaillé pendant des décennies. La trahison était profonde, mais Alexander garda une voix posée. Avec qui travaillez-vous ? Lawson. Elle sourit froidement. Curtis apprécie la loyauté et le talent. Il m'a promis la vice-présidence exécutive après l'acquisition. Et mes informations de traitement ? Mes détails médicaux personnels ? Une assurance, répondit-elle. La preuve de votre instabilité mentale. Un milliardaire mourant qui confie à des enfants des rues des traitements médicaux expérimentaux. Le conseil vous révoquera d'ici la fin de la semaine. Alexander se pencha en avant. Vous avez fait une grave erreur de calcul, Eleanor. Ces enfants des rues sont plus brillants et plus loyaux que vous ne pourriez l'imaginer. Sa confiance vacilla légèrement. C'est trop tard. Lawson a tout ce dont il a besoin. Votre petite expérience familiale est terminée. Nous verrons bien, répondit Alexander en faisant signe à la sécurité. En attendant, votre emploi est terminé. Une indemnité de départ suivra, sous réserve d'accord de non-divulgation. Après son départ, Alexander rentra chez lui pour trouver les garçons en train de mettre en œuvre des protocoles de confinement.
Les jumeaux avaient déjà neutralisé la faille de sécurité tandis qu'Ethan évaluait les dommages financiers. Elle a tout envoyé à Lawson, rapporta Ethan, l'air sombre. Les protocoles de traitement, les premières conceptions de l'algorithme, notre configuration de sécurité. C'est grave, demanda Alexander. Assez grave, dit Dylan. Le calendrier du traitement est compromis. Nous devons tout accélérer. Alexander regarda leurs visages inquiets, des enfants qui devraient jouer au sport ou aux jeux vidéo, pas combattre l'espionnage industriel et une maladie en phase terminale. Un instant, le doute s'insinua. Était-il égoïste de les entraîner dans ces batailles? Comme s'il lisait dans ses pensées, Lucas prit la parole. Ne pensez même pas à abandonner. Nous connaissions les risques. Et nous avons affronté des obstacles bien pires dans la rue, ajouta fermement Ethan. En plus, dit Thomas, Tyler hochant la tête en accord, elle a fait une erreur cruciale. Laquelle? Demanda Alexander. Dylan sourit légèrement. Elle a volé des données incomplètes. Nous travaillons sur des protocoles leur tout en développant le vrai traitement séparément. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison, Alexander sentit une lueur d'espoir renaître. Ces enfants extraordinaires ne cessaient de le surprendre. Alors, nous contre-attaquons, déclara-t-il immédiatement. Le matin suivant la trahison d'Eleanor, Alexander Morgan s'effondra. Le traitement expérimental, combiné au stress et à son état déjà affaibli, s'avéra trop lourd. Les ambulanciers furent appelés, mais les garçons insistèrent pour un établissement médical privé plutôt qu'un hôpital public, un endroit où ils pourraient maintenir la sécurité et continuer leur protocole modifié. « Monsieur, je vous déconseille fortement cela », argumenta le médecin personnel d'Alexander alors qu'il était installé dans une aile privée d'un centre médical exclusif. « Ces traitements non conventionnels fonctionnent », l'interrompit Dylan en brandissant les dernières analyses de sang d'Alexander. Marqueur cancéreux en baisse de 18% en 10 jours. Le médecin dévisagea le petit garçon avec incrédulité. « C'est impossible. »« Improbable », corrigea Dylan. « Pas impossible. » Avec Alexander temporairement hors de combat, les garçons mirent en œuvre leur plan de secours. Ethan prit la tête, gérant la crise avec une maturité bien au-delà de ses 15 ans. « Nous devons nous répartir les responsabilités, dit-il à ses frères dans la chambre d'hôpital d'Alexander. Je m'occuperai de Morgan Investment et tiendrai Lawson à distance. Tyler et Thomas, sécurisez notre infrastructure numérique. Lucas, gère la perception publique. Dylan, concentre-toi entièrement sur le traitement d'Alexander. » Chaque garçon se jeta dans son rôle désigné. Ethan, vêtu d'un costume sur mesure qui peinait à cacher ses origines de la rue, entra dans l'étage exécutif de Morgan Investment. Les membres du conseil qui avaient comploté pour révoquer Alexander se retrouvèrent face à un adolescent doté d'une compréhension étrange de leurs affaires et des protections juridiques qu'Alexander avait mises en place. « Monsieur Morgan m'a accordé une procuration limitée pendant son traitement », annonça Ethan en faisant glisser d'impressionnants documents juridiques sur la table. Toute tentative de le révoquer en tant que PDG déclenchera un litige immédiat et un gel de toutes les options sur action des dirigeants. Pendant ce temps, les jumeaux travaillaient jour et nuit pour consolider leur défense numérique tout en affinant l'algorithme de prédiction de marché. Ils découvrirent que la trahison d'Eleanor avait un avantage inattendu. L'équipe technique de Lawson était désormais concentrée sur le déchiffrement de l'algorithme leur, gaspillant de précieuses ressources. Lucas, avec ses talents artistiques, créa un récit public soigneusement élaboré. En collaboration avec l'équipe de relations publiques d'Alexander, il publia des mises à jour stratégiques sur le traitement de routine d'Alexander et le mentorat continu de ses remarquables fils adoptifs. Des photographies montrant les garçons visitant des refuges pour enfants et participant à des actions communautaires générèrent une vague de couverture positive qui contrecarra la campagne de dénigrement de Lawson sur la compétence d'Alexander. Dylan ne quittait presque pas le chevet d'Alexander. Lorsqu'il n'ajustait pas les protocoles de traitement, il lisait des revues médicales et consultait discrètement des spécialistes du monde entier, soigneusement sélectionnés et généreusement rémunérés pour leur confidentialité. L'intuition médicale extraordinaire du garçon, combinée à une détermination sans bornes, commença à donner des résultats que même le personnel médical sceptique ne pouvait ignorer. Une semaine après l'hospitalisation, Alexander ouvrit les yeux pour trouver les 5 garçons endormis dans sa chambre, entourés d'ordinateurs portables, de papier et de repas à moitié mangés. Malgré sa faiblesse, il sourit. C'est à ça que ressemblait une famille, désordonnée, dévouée, implacable face aux défis. Rapport de situation,
murmura-t-il d'une voix rauque. Dylan se réveilla en sursaut. Alexander, vos marqueurs sont maintenant en baisse de 30%. Le protocole modifié fonctionne mieux que prévu. Les autres s'agitèrent, le soulagement visible sur leurs visages épuisés. Et Lawson, demanda Alexander. Ethan s'avança. Contenu pour l'instant. Il manœuvre, mais nous avons contré chacune de ses tentatives. Le conseil est divisé. L'algorithme? Les jumeaux échangèrent des regards fiers. Totalement opérationnel, annonça Tyler. Nous avons déjà généré assez de capital pour financer votre traitement pendant des années si nécessaire. Et l'opinion publique? Alexander se tourna vers Lucas. Elle bascule en notre faveur, rapporta Lucas. Vos initiatives communautaires gagnent du terrain. Les gens remettent en question les motivations de Lawson. Alexander étudia leur visage, ses enfants qui étaient devenus sa raison de se battre, son héritage, sa famille. Vous avez exceptionnellement bien travaillé. Mieux que je n'aurais pu le faire. Nous avons appris du meilleur, répondit simplement Ethan. Alors qu'Alexander commençait sa lente convalescence, une nouvelle détermination s'installa. Il ne s'agissait plus seulement de survivre à sa maladie ou de protéger son entreprise. Il s'agissait de prouver que la famille, même une famille forgée dans des circonstances improbables, pouvait résister à n'importe quelle tempête. 2 semaines après l'hospitalisation d'Alexander, alors qu'il reprenait des forces chaque jour, les marchés financiers du monde entier commencèrent à trembler. Ce qui avait commencé comme des fluctuations mineures s'intensifia rapidement en baisse spectaculaire dans de multiples secteurs. Ça se passe exactement comme l'algorithme l'avait prédit, expliqua Ethan, étalant des graphiques sur le lit d'Alexander dans la suite médicale privée. Une tempête parfaite de valeurs technologiques surévaluées, de vulnérabilité du secteur de l'énergie et d'instabilité bancaire. Alexander étudia les données, impressionné par la précision du modèle prédictif des jumeaux. Et nos positions? Protégées, confirma Tyler. Nous avons mis les actifs en sécurité il y a 72 heures. Lawson, demanda Alexander. Thomas grimaça. Massivement exposé. Il est endetté jusqu'au cou dans exactement les mauvais secteurs. Wall Street était en plein chaos. Les chaînes financières diffusaient des scènes de panique alors que les investisseurs voyaient leur fortune s'évaporer. Les bureaux de Morgan Investment devinrent une île de calme étrange au milieu de la tempête, avec Ethan dirigeant les opérations depuis le bureau d'Alexander avec une confiance surnaturelle. Le jeune sorcier de Wall Street le surnomma une émission financière, alors que les caméras filmaient l'adolescent en conférence avec des cadres chevronnés 3 fois plus âgés que lui. Au 3e jour de la tourmente boursière, Alexander était assez fort pour faire de brèves apparitions au bureau, soigneusement mises en scène par Lucas pour projeter la force sans trop taxer son corps en convalescence. Lawson Global demande une réunion d'urgence, l'informa sa nouvelle assistante. Monsieur Lawson spécifiquement. Alexander échangea un regard avec Ethan. Programmez-la pour demain. Ici, pas dans leur bureau. Curtis Lawson arriva sans son arrogance habituelle. Son costume sur mesure ne pouvait cacher la tension des nuits blanches et des pertes croissantes. Derrière lui suivaient 3 autres cadres qui s'étaient autrefois moqués de la famille adoptive d'Alexander, tous aussi désespérés. Alexander, commença Lawson en essayant de paraître décontracté, cette situation de marché est sans précédent. Vraiment, répondit doucement Alexander. Nos analystes avaient prédit cette correction il y a des semaines. Lawson tressaillit au mot correction, un euphémisme massif pour ce qui était en fait un krach décimant son entreprise. Nous devons discuter d'un arrangement mutuellement bénéfique, continua Lawson. Une injection de capital d'urgence, un partenariat peut-être. Un partenariat, répéta Ethan, incrédule. Après que vous ayez tenté une OPA hostile? Après que vous ayez utilisé des informations volées? Le visage de Lawson s'assombrit d'être interpellé par un adolescent, mais le désespoir maintint son ton civil. Les affaires sont les affaires. Nous avons tous fait des mouvements agressifs à un moment ou à un autre. Alexander se pencha en avant. Laissez-moi comprendre. Vous voulez que je sauve l'entreprise de l'homme qui a essayé de détruire la mienne, qui a utilisé ma maladie comme levier, qui a traité mes fils de rats des rues? Le marché ne se redressera pas avant des mois, intervint désespérément un des autres cadres. D'ici là, nous serons insolvables. Des milliers d'emplois perdus, des fonds de retraite anéantis. Alexander se tourna vers Ethan.
Que prédit notre algorithme pour les entreprises qui mettent en œuvre une gestion des risques appropriée et une gouvernance éthique? Ethan ne manqua pas une seconde. Une reprise dans les 8 semaines. Un potentiel de croissance significatif dans les bons secteurs d'ici la fin du trimestre. Le silence dans la pièce était assourdissant. Finalement, Alexander se leva. « Messieurs, j'envisagerai une aide à une condition. » « Dites-la, » dit rapidement Lawson. Alexander sourit. « Mes fils vous expliqueront les termes. Je vous suggère d'écouter attentivement. » Alors qu'Alexander sortait pour prendre un médicament programmé que Dylan insistait ne pouvait être retardé, il entendit Ethan commencer à exposer des conditions qui allaient remodeler le paysage financier de Manhattan et la vie d'innombrables jeunes vulnérables à travers la ville. L'ironie n'échappa pas à Alexander, les cas sociaux des rues déterminaient maintenant le sort des élites même qui s'étaient moquées d'eux. Et il le faisait non pas avec vengeance, mais avec vision. Les termes furent exposés avec une précision qui impressionna même Alexander. Ethan, avec le soutien de ses frères, avait élaboré des conditions qui allaient bien au-delà de simples renflouements financiers. 50% des sièges au conseil d'administration de chaque entreprise sauvée doivent être alloués à des personnes ayant une expérience dans les services sociaux ou l'éducation, expliqua Ethan aux cadres assemblés le lendemain. Un minimum de 30% des bénéfices annuels financera des programmes pour les jeunes à risque. Impossible, balbutia Lawson. Nos actionnaires ne? Vos actionnaires sont actuellement en train de tout perdre, l'interrompit sèchement Thomas. Ceci leur offre une reprise, continua Tyler. Chaque entreprise établira des programmes d'apprentissage offrant des voies vers l'emploi pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Et des bourses d'études universitaires complètes pour les candidats qualifiés, ajouta Lucas. Dylan, le plus jeune, parla en dernier. Plus un financement pour la recherche médicale axée sur les traitements des maladies traditionnellement sous-financées affectant les populations vulnérables. Les cadres semblaient stupéfaits par les exigences exhaustives venant d'enfants qu'ils avaient autrefois méprisés. Alexander observait avec une fierté tranquille ses fils se comporter avec une maturité et une vision qui faisaient honte aux soi-disant leaders du monde des affaires. Vous avez 24 heures pour décider, conclut Ethan. Après cela, notre offre expire. Lorsque les cadres partirent, Alexander rassembla sa famille dans son bureau privé. Vous réalisez ce que vous faites? Leur demanda-t-il. Vous ne sauvez pas seulement des entreprises, vous changez des systèmes qui existent depuis des générations. Des systèmes qui nous ont laissé tomber, répondit simplement Ethan. Et des milliers comme nous. Plus tard dans la soirée, alors qu'il retournait au manoir, Alexander trouva Dylan assis seul dans la bibliothèque, inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce qui te préoccupe » demanda doucement Alexander. Dylan leva les yeux de la revue médicale qu'il étudiait. « Ces gens ont été cruels avec nous. Ils se sont moqués de nous, nous ont insultés. » Oui, acquiesça Alexander. « C'est vrai. Et maintenant, nous avons le pouvoir de les regarder échouer, de leur faire vivre ce que c'est que de n'avoir rien. » La voix du petit garçon ne contenait aucune rancune, seulement une véritable interrogation éthique. Ne serait-ce pas justice? Alexander s'assit à côté de lui. Peut-être. Mais est-ce la justice que nous recherchons? Les autres garçons s'étaient rassemblés dans l'embrasure de la porte, écoutant. Que cherchons-nous alors? Demanda Lucas. Alexander les regarda tous, ces enfants extraordinaires qui avaient déjà connu plus d'épreuves que la plupart des adultes. C'est la vraie question, n'est-ce pas? La vengeance est facile. La transformation est plus difficile. On pourrait faire les deux, suggéra Tyler. Les aider, mais en faisant en sorte que ça fasse mal. On pourrait, acquiesça Alexander. La question, qui cela ferait-il de nous? Un lourd silence tomba. Finalement, Ethan parla depuis l'embrasure de la porte. Dans la rue, nous avions un choix chaque jour, devenir ce qui nous avait fait du mal, ou devenir quelque chose de mieux. Il entra dans la pièce. Je vote pour que nous choisissions d'être meilleurs. Un par un, les autres hochèrent la tête en accord. Le lendemain matin, les cadres revinrent avec des accords signés, acceptant toutes les conditions. Alors que les papiers étaient échangés, Lawson s'approcha d'Alexander en privé. Je ne comprends pas, Ravi. Vous auriez pu nous détruire. Après ce que j'ai essayé de vous faire, ce que j'ai dit sur ces enfants, pourquoi nous aider? Alexander jeta un coup d'œil de l'autre côté de la pièce, où ses fils examinaient des documents avec l'équipe juridique. J'ai eu d'excellents professeurs, répondit-il simplement. Alors que Lawson partait, complètement humilié,
Alexander sentit une étrange légèreté. Son corps luttait encore contre le cancer, toujours vulnérable, mais son esprit n'avait jamais été aussi fort. Ce soir-là, la famille Morgan célébra avec des pizzas dans le bureau d'Alexander, bien loin des dîners formels de sa vie antérieure. Au futur, trinqua Alexander avec son verre d'eau pétillante, le heurtant contre les sodas des garçons. À la famille, corrigea Dylan avec un sourire. Les semaines suivantes apportèrent des transformations remarquables. La crise financière commença à se stabiliser, exactement comme l'algorithme l'avait prédit. Morgan Investment non seulement surmonta la tempête, mais en sortit plus forte, guidant d'autres entreprises vers la reprise grâce au partenariat conditionnel qu'Ethan avait orchestré. L'élite de Manhattan observait avec fascination la mise en œuvre des termes de ces accords. Les réunions du conseil, qui se concentraient autrefois uniquement sur les marges bénéficiaires, incluaient désormais des discussions sur les programmes d'apprentissage et les initiatives de bourse. Les bureaux d'entreprise ouvrirent leurs portes à des jeunes issus de milieux similaires à ceux des garçons Morgan. Ça fonctionne mieux que prévu, rapporta Ethan lors de leur réunion de famille hebdomadaire. La table de la salle à manger était couverte de rapports montrant l'impact de leurs initiatives. Les entreprises découvrent que ces programmes améliorent réellement leurs résultats grâce à l'innovation et à la bonne volonté de la communauté. Et le financement de la recherche médicale donne des résultats, ajouta Dylan avec enthousiasme. 3 nouveaux essais cliniques ont été approuvés sur la base de notre modèle. Plus remarquable encore, la santé d'Alexander continuait de s'améliorer. Le protocole de traitement expérimental avait réduit ses marqueurs cancéreux de plus de 60%. Ses médecins, initialement sceptiques, documentaient maintenant chaque aspect de son cas pour les revues médicales. Ils l'appellent le protocole Morgan, dit fièrement Dylan. Il pourrait aider des milliers de patients atteints de maladies similaires. Eleanor fit un retour inattendu un après-midi, demandant à voir Alexander. Elle se tenait maladroitement dans son bureau, l'ombre de son ancienne assurance. « J'ai fait une terrible erreur, admit-elle. Lawson m'a tout promis, puis m'a abandonné quand son entreprise a commencé à sombrer. » Alexander l'étudia, se souvenant de 20 ans de service loyal avant sa trahison. « Que voulez-vous, Eleanor ? » « Une chance de me racheter, répondit-elle doucement. « N'importe quel poste. Je commencerai tout en bas s'il le faut. » Alexander se tourna vers Ethan, qui avait observé en silence. « Qu'en penses-tu » Ethan réfléchit attentivement avant de répondre. « Tout le monde mérite une seconde chance. Mais la confiance doit se gagner. » Alexander hocha la tête. « Il y a un poste de coordination pour nos nouveaux programmes pour la jeunesse. C'est un travail exigeant avec des adolescents difficiles, rien à voir avec votre ancien rôle. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent légèrement, puis elle hocha la tête. « Jacques. Merci. » Alors que le printemps arrivait à Manhattan, la famille Morgan se retrouva au centre d'une révolution tranquille. Les publications financières qui s'étaient autrefois moquées du cas social de Morgan analysaient désormais les approches innovantes que ses fils remarquablement doués apportaient aux affaires et à la philanthropie. Le vent avait tourné, non par la force, mais par la vision et la persévérance. 1 an, jour pour jour, après qu'Alexander Morgan eut reçu son diagnostic en phase terminale, il se tenait sur le podium de la Fondation Morgan pour les jeunes innovateurs, nouvellement inaugurée. Le grand bâtiment, autrefois un entrepôt négligé dans un quartier en difficulté, brillait maintenant de laboratoires d'innovation, d'espaces d'enseignement et de logement pour les jeunes en transition. « Quand j'ai reçu mon diagnostic il y a 12 mois, commença Alexander, sa voix forte malgré l'émotion sous-jacente, je croyais faire face à une fin. Au lieu de cela, j'ai trouvé un commencement. » Le public, un mélange remarquable de chefs d'entreprise, de professionnels de la santé et de jeunes de tous horizons, écoutait avec une attention captivée. Au premier rang étaient assis 5 garçons en costume bleu marine assortis, regardant avec fierté l'homme qu'ils avaient sauvé raconter leur histoire. « La science médicale vous dira que ma guérison est due à un protocole de traitement innovant, » poursuivit Alexander. Les analystes financiers attribueront la croissance remarquable de Morgan Investment à des algorithmes prédictifs et à des partenariats stratégiques. Les deux sont corrects, mais incomplets. Il marqua une pause, regardant directement ses fils. Ce qui m'a vraiment sauvé, ce qui a tout transformé, c'est de trouver une famille dans l'endroit le plus inattendu. 5 jeunes hommes extraordinaires qui ont vu au-delà de ma richesse, mon vide, au-delà de mon pouvoir, ma vulnérabilité. La cérémonie d'inauguration de la fondation marqua l'aboutissement de leur remarquable parcours.
Le protocole Morgan, comme le traitement contre le cancer de Dylan fut baptisé, aidait désormais des patients dans le monde entier. L'algorithme des jumeaux avait révolutionné la prévision de marché tout en finançant des initiatives sociales grâce à ses bénéfices. La vision artistique de Lucas avait façonné la conception de la fondation, créant des espaces où la créativité pouvait s'épanouir, quel que soit le milieu d'origine. Ethan était devenu le véritable partenaire d'Alexander en affaires, apportant des perspectives nouvelles qui changèrent la culture d'entreprise de l'intérieur. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient dans l'atrium central de la fondation, Eleanor s'approcha avec un groupe d'adolescents, sa première cohorte du programme de sensibilisation de rue qu'elle dirigeait maintenant. « Ils ont quelque chose à vous montrer », dit-elle doucement à Alexander et au garçon. Une jeune fille s'avança nerveusement. « Nous avons développé cette application pour aider les jeunes à trouver des endroits sûrs et des services. » Elle fit la démonstration du programme sur sa tablette. Elle fonctionne aussi hors ligne, pour ceux qui n'ont pas de connexion fiable. Alexander regarda ses fils s'engager immédiatement avec les adolescents, offrant des suggestions et des encouragements avec l'aisance naturelle de ceux qui comprenaient vraiment. Il n'y avait ni condescendance ni distance, seulement une connexion entre des jeunes qui reconnaissaient les luttes et les forces de chacun. Plus tard dans la soirée, dans l'intimité de leur maison, la famille Morgan se réunit dans la bibliothèque où tout avait commencé un an plus tôt. « Le conseil a approuvé ta nomination à l'unanimité », dit Alexander à Ethan. « Tu seras le plus jeune directeur exécutif de l'histoire de la fondation. »« Tu es sûr ?» demanda Ethan. « Les gens vont parler. » Alexander sourit. « Laisse-les parler. Les résultats parleront d'eux-mêmes. » Dylan s'approcha avec les derniers résultats médicaux d'Alexander. « Rémission complète », annonça-t-il fièrement. « Officiellement confirmé. »« Et maintenant ?» demanda Lucas. « Nous avons fait tout ce que nous avions prévu. »« Pas tout », répondit Alexander, pensif. « Il y a d'autres enfants comme vous dehors. D'autres possibilités qui attendent d'être découvertes. »« Un nouveau projet ?» demandèrent les jumeaux simultanément, les yeux brillants. Alexander regarda ces garçons extraordinaires qui étaient entrés dans sa vie alors qu'il pensait qu'elle touchait à sa fin, qui lui avait appris que le véritable héritage ne se mesurait pas en immeubles ou en compte en banque, mais en vie transformée. « Non », dit-il avec un sourire. « Un nouveau chapitre. »